Jésabel Coupet-Soubeyran, bonjour. Vous êtes économiste, maître de conférences à l'Université Paris 1 et auteur du livre Blabla Banque, le discours de l'inaction aux éditions Michalon. Alors le cœur de votre livre, c'est la déconstruction de quelques-unes des phrases 1000 fois entendues dans la bouche des banquiers et du lobby bancaire pour défendre leur métier et leur business. Quel est l'argument que vous avez aimé le plus démonter ? Alors, ces arguments, disons tout d'abord qu'ils ressemblent beaucoup à ceux que mettait en lumière Albert Hirschman dans un livre formidable qui s'intitule « 2 siècles de rhétorique réactionnaire ». Et Hirschman s'était intéressé au discours de ceux qui, depuis la Révolution française jusqu'à la mise en place de l'État-providence, s'opposaient aux réformes du progrès social. Et ce qu'avait constaté Hirschman, c'est que systématiquement, les conservateurs, les mobilisaient trois figures rhétoriques qui étaient l'effet pervers, le remède sera pire que le mal. Le deuxième argument, c'était l'inanité, ça ne servira à rien. Et puis le troisième argument, c'est l'argument de la mise en péril. La réforme qu'on met en place va casser quelque chose qui fonctionnait bien auparavant. Voilà. Et quand on y réfléchit, on se rend compte que le discours actuel des lobbies bancaires, lorsqu'ils s'opposent, non pas au progrès social, mais au progrès de la stabilité financière, mobilise exactement les mêmes arguments. J'ai adoré défaire tous ces arguments, aussi bien l'effet pervers que l'effet d'inanité ou que la mise en péril, mais ce que j'ai pu constater, c'est que l'argument qui revient sans doute le plus dans cette rhétorique réactionnaire qu'ont mis en place les banquiers pour résister aux réformes bancaires et financières, c'est sans doute la mise en péril. C'est l'effet de mise en péril. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que quand une nouvelle réforme est mise en place, quand une nouvelle règlement est introduite, ça va casser la croissance, ça va casser le crédit, ça va casser le financement de l'économie. Tout ça prend dans un contexte assez particulier. Alors, Hirschman soulignait beaucoup cette dimension historique, en fait, de l'argument de mise en péril. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. En fait, on est dans un contexte actuellement où on s'interroge beaucoup sur la croissance de demain. Beaucoup d'ailleurs d'éditorialistes, d'essayistes nous disent que on risque de vivre dans un monde sans croissance. On risque d'assister à l'avènement de la stagnation séculaire. Eh bien, quand on est dans ce contexte-là, où on craint de ne plus avoir de croissance, on est particulièrement sensible à des arguments tels que quelque chose va casser la croissance. Donc à un argument tel que si vous souhaitez plus de stabilité financière, si vous poussez pour cela davantage les réformes bancaires et financières, eh bien tout cela va se payer en termes de croissance. Vous allez casser la croissance. Et vous dites que finalement, dans ce cas-là, c'est les mots qui sont presque plus importants que les actes. Comment ça se passe ? Pourquoi vous intéressez-vous exactement à la rhétorique ? C'est un discours qui circule entre différents acteurs dans ce paysage. Comment ça se passe ? Je m'intéresse à ce discours parce que c'est un discours qui exerce une forme de capture intellectuelle. Et c'est devenu une véritable arme de résistance aux réformes bancaires et financières. Donc vous voyez, si on reprend cet argument de la mise en péril, l'idée c'est donc que si on pousse plus loin la réglementation, si on soumet les banques à davantage d'exigences en matière de fonds propres, par exemple, eh bien cela va casser la croissance. Autrement dit, disons les choses très simplement, si on restreint davantage l'activité bancaire et financière, cela va casser la croissance. Tout cela repose sur l'idée que la finance, la banque, sont un moteur inépuisable de la croissance. Or, aujourd'hui, on a très largement dépassé le seuil en deçà duquel, effectivement, la finance est un moteur de la croissance. Aujourd'hui, développer davantage le secteur bancaire et financier, le laisser se développer sans entrave, c'est au contraire porter préjudice à la croissance. Mais je crois que nos gouvernants n'ont pas ça en tête. Pourquoi c'est porter préjudice à la croissance ? Précisément parce que la finance est devenue, si vous voulez, tellement pesante, tellement
importante qu'elle ne sert plus l'économie réelle, elle asservit l'économie réelle. Elle engendre de l'instabilité, d'accord ? Donc laisser le secteur bancaire et financier se développer tel qu'on l'a fait, eh bien ça a surtout nourri l'instabilité financière, ça a débouché sur la crise financière dont l'économie réelle pâtit encore aujourd'hui. Donc on a porté préjudice à la croissance bien plus qu'on a engendré de la croissance. Et comment vous expliquez que justement, malgré la crise financière très forte qui a montré que le modèle néolibéral dominant, que ce modèle a ses limites, comment vous expliquez que ce discours du même modèle reste très puissant et très fort et peu contesté ? Parce que dans l'analyse des facteurs à l'origine de la crise, finalement, on a beaucoup minimisé la responsabilité des acteurs financiers. Aujourd'hui, on essaie de faire prévaloir une analyse beaucoup plus structurelle de la crise actuelle. Je crois qu'on ne réalise pas encore à quel point, finalement, on ne fait que payer les dégâts de cette crise financière, à quel point la dégradation des finances publiques est une dégradation qui est assez mécanique et qui s'explique par le sauvetage qu'il a fallu opérer et par les conséquences de cette crise financière. Alors, bon, je ne voudrais pas, cela étant, si vous voulez, qu'on imagine que ces arguments-là, l'argument d'effet pervers, d'inanité, de mise en péril, que ces arguments sont systématiquement faux. En fait, toute la manipulation rhétorique consiste à faire passer ces effets comme des effets systématiques, alors qu'ils ne le sont pas. D'accord ? Mais bien sûr, si vous voulez, que quand on met en place une nouvelle réglementation, il faut être attentif à ses effets. Bien sûr qu'elle peut engendrer des effets pervers. Bien sûr aussi que parfois on peut manquer la cible et que cela peut ne pas servir. D'accord ? Bien sûr aussi que ça peut porter préjudice à quelque chose. Donc il ne s'agit pas de dire qu'on n'a jamais ce type d'effet. Il s'agit ici de dénoncer cette manipulation rhétorique qui consiste à faire comme si, systématiquement, quand on recherche la stabilité financière, quand on renforce l'encadrement du secteur bancaire et financier, eh bien on obtient systématiquement un effet pervers, ou bien systématiquement ça ne sert à rien, ce n'est qu'illusion de la part du régulateur, ou ça va systématiquement casser quelque chose. Au moment où sortait votre livre, vous avez été une des 3 initiatrices d'une lettre ouverte qui a été signée par 150 économistes qui critiquaient la nomination à la tête de la Banque de France de François Villeroy-Gallo, qui venait de BNP Paribas. Oui. Donc votre lettre a eu pas mal d'écho. Quelles sont les leçons que vous tirez des réponses que vous avez reçues, des conséquences qu'elle a eues ? Est-ce que ça a servi à quelque chose ? Oui, je crois qu'on a bien fait de le faire. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'était un principe important d'indépendance des banquiers centraux et des superviseurs à l'égard des milieux bancaires et financiers. Dans les années 90, on parlait beaucoup de l'indépendance des banquiers centraux vis-à-vis des milieux politiques. Eh bien, aujourd'hui, il faut que l'on prenne garde également aux connexions qu'il peut y avoir entre les banquiers centraux, les superviseurs et les milieux bancaires et financiers. Parce que s'il y a ces connexions, s'il y a un manque d'indépendance, eh bien, les banquiers centraux et les superviseurs seront beaucoup moins résolus à lutter contre les problèmes d'instabilité financière. Or, aujourd'hui, on a besoin de banques centrales qui, à la fois, poursuivent un objectif de stabilité monétaire, mais qui recherchent également la stabilité financière, en tout cas qui cherche à prévenir les problèmes de crise financière, des problèmes dans le secteur bancaire, donc qui recherche la stabilité financière. Et bien sûr, il faut aussi que les superviseurs, dont c'est la mission première, soient tout à fait résolus à le faire. Ils seront nécessairement beaucoup moins résolus à le faire s'ils sont issus du milieu bancaire. Quand on est issu du milieu bancaire, on est imprégné des valeurs du secteur bancaire et c'est bien naturel. Et ce qu'on va chercher dans ce cas-là, eh bien c'est plutôt à préserver les intérêts de ce secteur. Il faut absolument que le régulateur, lui, soit résolu non pas à défendre les intérêts du secteur bancaire, mais résolu à défendre les intérêts de la collectivité. Et l'intérêt de la collectivité, en la matière, c'est la stabilité financière. C'est un système financier qui serve à l'économie réelle et qui fonctionne de manière suffisamment stable. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.